41. Le lendemain, jeudi 27 août, fut une date célèbre de ce voyage subterrestre. Elle ne me revient pas à l'esprit sans que l'épouvante ne fasse encore battre mon cœur. À partir de ce moment, notre raison, notre jugement, notre ingéniosité n'ont plus voix au chapitre, et nous allons devenir le jouet des phénomènes de la Terre. À 6 heures, nous étions sur pied. Le moment approchait de nous frayer par la poudre un passage à travers l'écorce de granit. Je sollicitai l'honneur de mettre le feu à la mine. Cela fait, je devais rejoindre mes compagnons sur le radeau qui n'avait point été déchargé. Puis nous prendrions du large afin de parer au danger de l'explosion, dont les effets pouvaient ne pas se concentrer à l'intérieur du massif. La mèche devait brûler pendant 10 minutes, selon nos calculs, avant de porter le feu à la chambre des poudres. J'avais donc le temps nécessaire pour regagner le radeau. Je me préparais à remplir mon rôle, non sans une certaine émotion. Après un repas rapide, mon oncle et le chasseur s'embarquèrent tandis que je restais sur le rivage. J'étais muni d'une lanterne allumée qui devait me servir à mettre le feu à la mèche. « Va, mon garçon, me dit mon oncle, et reviens immédiatement nous rejoindre. »« Soyez tranquille, mon oncle, je ne m'amuserai point en route. » Aussitôt, je me dirigeai vers l'orifice de la galerie. J'ouvris ma lanterne et je saisis l'extrémité de la mèche. Le professeur tenait son chronomètre à la main. « Es-tu prêt ?» me cria-t-il. « Je suis prêt. »« Eh bien, feu, mon garçon !» Je plongeai rapidement dans la flamme la mèche qui pétilla à son contact et, tout en courant, je revins au rivage. « Embarque !» fit mon oncle, « et débordons !» Hans, d'une vigoureuse poussée, nous rejeta en mer. Le radeau s'éloigna d'une vingtaine de toises. C'était un moment palpitant. Le professeur suivait de l'œil l'aiguille du chronomètre. « Encore 5 minutes, disait-il. « Encore 4. Encore 3. » Mon pouls battait des demi-secondes. « Encore 2. 1. Croulez, montagne de granit. » Que se passa-t-il alors ? Le bruit de la détonation, je crois que je ne l'entendis pas. Mais la forme des rochers se modifia subitement à mes regards. Ils s'ouvrirent comme un rideau. J'aperçus un insondable abîme qui se creusait en plein rivage. La mer, prise de vertige, ne fut plus qu'une vague énorme, sur le dos de laquelle le radeau s'éleva perpendiculairement. Nous fûmes renversés tous les trois. En moins d'une seconde, la lumière fit place à la plus profonde obscurité. Puis je sentis l'appui solide manquer, non à mes pieds, mais au radeau. Je crus qu'il coulait à pic. Il n'en était rien. J'aurais voulu adresser la parole à mon oncle, mais le mugissement des eaux l'eût empêché de m'entendre. Malgré les ténèbres, le bruit, la surprise, l'émotion, je compris ce qui venait de se passer. Au-delà du roc qui venait de sauter, il existait un abîme. L'explosion avait déterminé une sorte de tremblement de terre dans ce sol coupé de fissures. Le gouffre s'était ouvert, et la mer, changée en torrent, nous y entraînait avec elle. Je me sentis perdu. 1 heure, 2 heures, que sais-je, se passèrent ainsi. Nous nous serrions les coudes, nous nous tenions les mains afin de n'être pas précipités hors du radeau. Des chocs d'une extrême violence se produisaient quand ils heurtaient la muraille. Cependant, ces heurts étaient rares, d'où je conclus que la galerie s'élargissait considérablement. C'était, à n'en pas douter, le chemin de Saknussemm, mais au lieu de le descendre seul, nous avions, par notre imprudence, entraîné toute une mer avec nous. Ces idées, on le comprend, se présentèrent à mon esprit sous une forme vague et obscure. Je les associais difficilement pendant cette course vertigineuse qui ressemblait à une chute. À en juger par l'air qui me fouettait le visage, elle devait surpasser celle des trains les plus rapides. Allumer une torche dans ces conditions était donc impossible, et notre dernier appareil électrique avait été brisé au moment de l'explosion. Je fus donc fort surpris de voir une lumière briller tout à coup près de moi. La figure calme de Hans s'éclaira. L'adroit chasseur était parvenu à allumer la lanterne, et bien que sa flamme vacillât à s'éteindre, elle jeta quelques lueurs dans l'épouvantable obscurité. La galerie était large. J'avais eu raison de la juger telle. Notre insuffisante lumière ne nous permettait pas d'apercevoir ces 2 murailles à la fois. La pente des eaux qui nous emportait dépassait celle des plus insurmontables rapides de l'Amérique. Leur surface semblait faite d'un faisceau de flèches liquides décochées avec une extrême puissance. Je ne puis rendre mon impression par une comparaison plus juste. Le radeau, pris par certains remous, filait parfois en tournoyant. Lorsqu'il s'approchait des parois de la galerie, j'y projetais la lumière de la lanterne, et je pouvais juger de sa vitesse à voir les saillies du roc se changer en traits continus, de telle sorte que nous étions enserrés dans un réseau de lignes mouvantes. J'estimais que notre vitesse devait atteindre 30 lieues à l'heure.
Mon oncle et moi nous regardions d'un œil hagard, à côté au tronçon du mât qui, au moment de la catastrophe, s'était rompu net. Nous tournions le dos à l'air, afin de ne pas être étouffés par la rapidité d'un mouvement que nulle puissance humaine ne pouvait enrayer. Cependant, les heures s'écoulèrent. La situation ne changeait pas, mais un incident vint la compliquer. En cherchant à mettre un peu d'ordre dans la cargaison, je vis que la plus grande partie des objets embarqués avait disparu au moment de l'explosion, lorsque la mer nous assaillit si violemment. Je voulus savoir exactement à quoi m'en tenir sur nos ressources, et, la lanterne à la main, je commençai mes recherches. De nos instruments, il ne restait plus que la boussole et le chronomètre. Les échelles et les cordes se réduisaient à un bout de câble enroulé autour du tronçon de mât. Pas une pioche, pas un pic, pas un marteau, et malheur irréparable, nous n'avions pas de vivres pour un jour. Je fouillai les interstices du radeau, les moindres coins formés par les poutres et la jointure des planches. Rien. Nos provisions consistaient uniquement en un morceau de viande sèche et quelques biscuits. Je regardais d'un air stupide. Je ne voulais pas comprendre. Et cependant, de quel danger me préoccupais-je? Quand les vivres eussent été suffisants pour des mois, pour des années, comment sortir des abîmes où nous entraînait cet irrésistible torrent? À quoi bon craindre les tortures de la faim quand la mort s'offrait déjà sous tant d'autres formes? Mourir d'inanition, est-ce que nous en aurions le temps? Pourtant, par une inexplicable bizarrerie de l'imagination, j'oubliai le péril immédiat pour les menaces de l'avenir qui m'apparurent dans toute leur horreur. D'ailleurs, peut-être pourrions-nous échapper aux fureurs du torrent et revenir à la surface du globe. Comment? Je l'ignore. Où? Qu'importe. Une chance sur 1000 est toujours une chance, tandis que la mort par la faim ne nous laissait d'espoir dans aucune proportion, si petite qu'elle fût. La pensée me vint de tout dire à mon oncle, de lui montrer à quel dénuement nous étions réduits, et de faire l'exact calcul du temps qui nous restait à vivre. Mais j'eus le courage de me taire. Je voulais lui laisser tout son sang-froid. En ce moment, la lumière de la lanterne baissa peu à peu et s'éteignit entièrement. La mèche avait brûlé jusqu'au bout. L'obscurité redevint absolue. Il ne fallait plus songer à dissiper ces impénétrables ténèbres. Il restait encore une torche, mais elle n'aurait pu se maintenir allumée. Alors, comme un enfant, je fermai les yeux pour ne pas voir toute cette obscurité. Après un laps de temps assez long, la vitesse de notre course redoubla. Je m'en aperçus à la réverbération de l'air sur mon visage. La pente des eaux devenait excessive. Je crois véritablement que nous ne glissions plus. Nous tombions. J'avais en moi l'impression d'une chute presque verticale. La main de mon oncle et celle de Hans, cramponnées à mes bras, me retenaient avec vigueur. Tout à coup, après un temps inappréciable, je ressentis comme un choc. Le radeau n'avait pas heurté un corps dur, mais il s'était subitement arrêté dans sa chute. Une trombe d'eau, une immense colonne liquide s'abattit à sa surface. Je fus suffoqué. Je me noyai. Cependant, cette inondation soudaine ne dura pas. En quelques secondes, je me trouvai à l'air libre que j'aspirais à plein poumon. Mon oncle et Hans me serraient le bras à le briser, et le radeau nous portait encore tous les trois. 42. Je suppose qu'il devait être alors 10 heures du soir. Le premier de mes sens qui fonctionna après ce dernier assaut fut le sens de l'ouïe. J'entendis presque aussitôt, car ce fut acte d'audition véritable. J'entendis le silence se faire dans la galerie et succéder à ces mugissements qui, depuis de longues heures, remplissaient mes oreilles. Enfin, ces paroles de mon oncle m'arrivèrent comme un murmure. « Nous montons. »« Que voulez-vous dire » m'écriai-je. « Oui, nous montons, nous montons !» J'étendis le bras. Je touchai la muraille. Ma main fut mise en sang. Nous remontions avec une extrême rapidité. « La torche, la torche !» s'écria le professeur. Hans, non sans difficulté, parvint à l'allumer, et la flamme, se maintenant de bas en haut, malgré le mouvement ascensionnel, jeta assez de clarté pour éclairer toute la scène. « C'est bien ce que je pensais, » dit mon oncle. « Nous sommes dans un puits étroit, qui n'a pas 4 toises de diamètre. L'eau, arrivée au fond du gouffre, reprend son niveau et nous remonte avec elle. » « Où ? » Je l'ignore, mais il faut se tenir prêt à tout événement. Nous montons avec une vitesse que j'évalue à 2 toises par seconde, soit 120 toises par minute, ou plus de 3 lieues et demie à l'heure. Dans ce train-là, on fait du chemin. Oui, si rien ne nous arrête, si ce puits a une issue. Mais s'il est bouché, si l'air se comprime peu à peu sous la pression de la colonne d'eau, si nous allons être écrasés. Axel, répondit le professeur avec un grand calme. La situation est presque désespérée, mais il y a quelque chance de salut.
et ce sont celles-là que j'examine. Si à chaque instant nous pouvons périr, à chaque instant aussi nous pouvons être sauvés. Soyons donc en mesure de profiter des moindres circonstances. Mais que faire? Réparer nos forces en mangeant. À ces mots, je regardai mon oncle d'un œil hagard. Ce que je n'avais pas voulu avouer, il fallait enfin le dire. Manger? Répétai-je. Oui, sans retard. Le professeur ajouta quelques mots en danois. Hans secoua la tête. Quoi? S'écria mon oncle. Nos provisions sont perdues? Oui, voilà ce qui reste de vivre. Un morceau de viande sèche pour nous trois. Mon oncle me regardait sans vouloir comprendre mes paroles. Eh bien, dis-je, croyez-vous encore que nous puissions être sauvés? Ma demande n'obtint aucune réponse. 1 heure se passa. Je commençais à éprouver une faim violente. Mes compagnons souffraient aussi, et pas un de nous n'osait toucher à ce misérable reste d'aliments. Cependant, nous montions toujours avec une extrême rapidité. Parfois, l'air nous coupait la respiration comme aux aéronautes dont l'ascension est trop rapide. Mais si ceux-ci éprouvent un froid proportionnel à mesure qu'ils s'élèvent dans les couches atmosphériques, nous subissions un effet absolument contraire. La chaleur s'accroissait d'une inquiétante façon et devait certainement atteindre 40 degrés. Que signifiait un pareil changement? Jusqu'alors, les faits avaient donné raison aux théories de Davy et Lidenbrock. Jusqu'alors, des conditions particulières de roches réfractaires, d'électricité, de magnétisme avaient modifié les lois générales de la nature, en nous faisant une température modérée, car la théorie du feu central restait, à mes yeux, la seule vraie, la seule explicable. Allions-nous donc revenir à un milieu où ces phénomènes s'accomplissaient dans toute leur rigueur et dans lequel la chaleur réduisait les roches à un complet état de fusion? Je le craignais, et je dis au professeur: si nous ne sommes pas noyés ou brisés, si nous ne mourrons pas de faim, il nous reste toujours la chance d'être brûlés vifs. Il se contenta de hausser les épaules et retomba dans ses réflexions. 1 heure s'écoula, et, sauf un léger accroissement dans la température, aucun incident ne modifia la situation. Enfin, mon oncle rompit le silence. Voyons, Dit-il. il faut prendre un parti. Prendre un parti? Répliquai-je. Oui, il faut réparer nos forces. Si nous essayons, en ménageant ce reste de nourriture, de prolonger notre existence de quelques heures, nous serons faibles jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin, qui ne se fera pas attendre. Eh bien, qu'une chance de salut se présente, qu'un moment d'action soit nécessaire, où trouverons-nous la force d'agir si nous nous laissons affaiblir par l'inanition? Eh, mon oncle, ce morceau de viande dévoré, que nous restera-t-il? Rien, Axel, rien. Mais te nourrira-t-il davantage à le manger des yeux? Tu fais là les raisonnements d'homme sans volonté, d'un être sans énergie. Ne désespérez-vous donc pas? M'écriai-je avec irritation. Non. Répliqua fermement le professeur. Quoi? Vous croyez encore à quelque chance de salut? Oui, certes oui, et tant que son cœur bat, tant que sa chair palpite, je n'admets pas qu'un être doué de volonté laisse en lui place au désespoir. Quelle parole! L'homme qui les prononçait en de pareilles circonstances était certainement d'une trempe peu commune. Enfin, dis-je, que prétendez-vous faire? Manger ce qui reste de nourriture jusqu'à la dernière miette et réparer nos forces perdues. Ce repas sera notre dernier, soit, mais au moins, au lieu d'être épuisés, nous serons redevenus des hommes. Eh bien, dévorons, m'écriai-je. Mon oncle prit le morceau de viande et les quelques biscuits échappés au naufrage. Il fit 3 portions égales et les distribua. Cela faisait environ 1 livre d'aliments pour chacun. Le professeur mangea avidement, avec une sorte d'emportement fébrile. Moi, sans plaisir, malgré ma faim. Et presque tout avec dégoût. Hans, tranquillement, modérément, mâchant sans bruit de petites bouchées et les savourant avec le calme d'un homme que les soucis de l'avenir ne pouvaient inquiéter. Il avait, en furetant bien, retrouvé une gourde à demi pleine de genièvre. Il nous l'offrit, et cette bienfaisante liqueur eut la force de me raminer un peu. Vertreffling, dit Hans en buvant à son tour. Excellente. Riposta mon oncle. J'avais repris quelque espoir. Mais notre dernier repas venait d'être achevé. Il était alors 5 heures du matin. L'homme est ainsi fait que sa santé est un effet purement négatif. Une fois le besoin de manger satisfait, on se figure difficilement les horreurs de la faim. Il faut les éprouver pour les comprendre. Aussi, au sortir d'un long jeûne, quelques bouchées de biscuits et de viande triomphèrent de nos douleurs passées. Cependant, après ce repas, chacun se laissa aller à ses réflexions.
À quoi songeait Hans, cet homme de l'extrême Occident que dominait la résignation fataliste des Orientaux? Pour mon compte, mes pensées n'étaient faites que de souvenirs, et ceux-ci me ramenaient à la surface de ce globe que je n'aurais jamais dû quitter. La maison de Königstrasse, ma pauvre Grauben, la bonne Marthe, passèrent comme des visions devant mes yeux, et, dans les grondements lugubres qui couraient à travers le massif, je croyais surprendre le bruit des cités de la terre. Pour mon oncle, toujours à son affaire, la torche à la main, il examinait avec attention la nature des terrains. Il cherchait à reconnaître sa situation par l'observation des couches superposées. Ce calcul, ou mieux cette estime, ne pouvait être que fort approximative. Mais un savant est toujours un savant, quand il parvient à conserver son sang-froid, et certes, le professeur Lidenbrock possédait cette qualité à un degré peu ordinaire. Je l'entendais murmurer des mots de la science géologique. Je les comprenais et je m'intéressais malgré moi à cette étude suprême. Granit éruptif, Disait-il. nous sommes encore à l'époque primitive, mais nous montons, nous montons. Qui sait, il espérait toujours. De sa main, il tâtait la paroi verticale, et quelques instants plus tard, il reprenait ainsi. Voilà les gneiss, voilà les micaschistes. Bon, à bientôt les terrains de l'époque de transition, et alors? Que voulait dire le professeur? Pouvait-il mesurer l'épaisseur de l'écorce terrestre suspendue sur notre tête? Possédait-il un moyen quelconque de faire ce calcul? Non. Le manomètre lui manquait, et nulle estime ne pouvait le suppléer. Cependant, la température s'accroissait dans une forte proportion, et je me sentais baigné au milieu d'une atmosphère brûlante. Je ne pouvais la comparer qu'à la chaleur renvoyée par les fourneaux d'une fonderie à l'heure des coulées. Peu à peu, Hans, mon oncle et moi, nous avions dû quitter nos vestes et nos gilets. Le moindre vêtement devenait une cause de malaise, pour ne pas dire de souffrance. Montons-nous donc vers un foyer incandescent? M'écriai-je, à un moment où la chaleur redoublait. Non, Répondit mon oncle. c'est impossible, c'est impossible. Cependant, dis-je en tâtant la paroi, cette muraille est brûlante. Au moment où je prononçais ces paroles, ma main ayant effleuré l'eau, je dus la retirer au plus vite. L'eau est brûlante, m'écriai-je. Le professeur, cette fois, ne répondit que par un geste de colère. Alors une invincible épouvante s'empara de mon cerveau et ne le quitta plus. J'avais le sentiment d'une catastrophe prochaine, et telle que la plus audacieuse imagination n'aurait pu la concevoir. Une idée, d'abord vague, incertaine, se changeait en certitude dans mon esprit. Je la repoussai, mais elle revint avec obstination. Je n'osais la formuler. Cependant, quelques observations involontaires déterminèrent ma conviction. À la lueur douteuse de la torche, je remarquai des mouvements désordonnés dans les couches granitiques. Un phénomène allait évidemment se produire, dans lequel l'électricité jouait un rôle, puis cette chaleur excessive, cette eau bouillonnante. Je voulus observer la boussole. Elle était affolée.